Les chasses à Trois-Rives. Moi, j'ai connu la période où les événements du domaine les plus importants de l'année, c'était les quelques chasses qu'il y avait. Il y avait dans le parc chasse aux chevreuils et aux faisans. Il y en avait 2 maximum par an, dans le parc et les bois. Et en plaine, il y avait une magnifique chasse au perdreau. Il y en avait 4 par an, quasiment que du naturel. Il y avait un élevage complémentaire, mais qui était lâché dès le mois de juin. Et c'était vraiment un événement pour le château, comme pour le village d'ailleurs, parce que au moment de la chasse, il y avait quelques-uns de mes grands-oncles qui venaient là, qui étaient des fusils remarquables. Et donc c'était dans la plaine qui est en face là. Les oiseaux volaient quelquefois jusqu'à 110 à l'heure quand ils avaient vent arrière. C'était vraiment une chasse de très haute qualité. Et il y avait les rabatteurs, donc il y avait une ligne, il y avait des affûts qui étaient montés longtemps à l'avance pour que le gibier s'habitue à l'affût. Le chasseur se cachait derrière l'affût. Moi j'étais accroupi enfant au pied de mon père pour lui passer les cartouches quand il avait tiré pour qu'il recharge plus vite. Et puis je regardais comme ça par en dessous les oiseaux qui arrivaient. Les rabatteurs descendaient à peu près sur 1 kilomètre et poussaient les oiseaux devant qui s'envolaient et passaient en volant au-dessus de la ligne des chasseurs. Et il y avait là des fusils très remarquables, parmi les meilleurs fusils de France. Il y avait Tony de Vibray, la famille qui a le château de Cheverny, qui était un des meilleurs fusils de France, meilleur pistolet de France. J'avais mon oncle Louis le Fauchier-Magnan, qui avait un calibre 20. Alors les chasseurs savent qu'un calibre 20, c'est très étroit, comme un calibre 12, il y a une gerbe qui est comme ça, et puis le calibre 20, c'est une gerbe qui est moitié moins grande, et en plus il avait un canon long, c'est-à-dire que ça augmentait la portée beaucoup plus loin, mais ça réduisait la largeur. Donc il fallait être très bon tireur pour être efficace. Et lui, il en avait 2 calibre 20, une paire, magnifique fusil. Il prenait le premier, pan, 2 perdreaux devant, il prenait le second, pan, 2 perdreaux derrière, et moi, à partir de 16 ans, j'ai chassé. Je faisais partie, j'étais au bout de la ligne d'affût, c'était pan, et rien, parce que je n'avais pas, parce que les oiseaux étaient très difficiles. Alors il m'arrivait de tirer quand même, d'en tuer. Alors j'ai commencé par un doublé de perdreaux, avec un calibre 16. C'est la première fois que j'ai chassé, c'était en devant. Ils sont levés, pan, calibre. Mais ça m'est arrivé. Après, c'était plus difficile. Ma première carabine, je l'ai eue à l'âge de 10 ans, je crois. 10 ans. C'était une 9 mm, c'était tout petit. Et je chassais les rats dans le dépotoir du village, qui était sur le domaine. Mon père, qui était maire, avait eu la générosité de donner une carrière pour qu'on mette toutes les ordures du village dedans, qui était moins important que le village qu'aujourd'hui. Et il y avait donc un dépotoir, et dans le dépotoir, il y avait des rats. Et à tel point, je prenais des bottes, parce que quelquefois, les rats attaquaient. Et c'était le surmulot, un très beau rat. Et je me planquais, puis de temps en temps, j'arrivais à descendre un rat. Alors quand j'en avais descendu un, je changeais de place, et j'allais près du château, il y avait, dans les communs, il y avait Eugénie Balland qui élevait 300 poules et poulets, qu'elle lâchait le matin et qu'elle ramenait le soir. Et là aussi, la pâtée des oies, il y avait les rats qui venaient bouffer dans la pâtée des oies, et manger dans la pâtée des oies. Alors là, je me planquais, et de temps en temps, j'arrivais à tirer un rat. J'ai essayé de les faire manger à la famille, mais le chef a toujours refusé de les cuire. Ce qui est idiot, parce que le rat est un mammifère comme un autre. Moi, ça m'aurait amusé que de faire ça cuissage, de faire manger du rat à ma famille, mais j'ai jamais pu, en fait, convaincre le chef quand j'arrivais avec les 2 rats, par exemple, avec des bouts pourtant comme ça. Dans la cuisine, il courait après moi pour que je foute le camp. C'était gosse. Et puis, ce que j'ai fait aussi, à l'époque, la chasse, c'était... Il y avait de l'argent et on gardait la nuit le garde-chasse, qui s'appelait Nicolas, on avait un garde-chasse remarquable. Nicolas, il était de l'assistance publique, que je ne sais pas le nom de ses parents, et lui, il avait son... Je ne sais même pas s'il avait son certificat, ce qu'il avait, il n'y avait aucun diplôme, mais même pas... mais c'était un philosophe.
il avait 300 livres dans sa bibliothèque de science-fiction. Et il parlait philo remarquablement bien. Et quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'allais avec lui, nous couchions sous la tente pour garder la chasse de perdreaux. Parce qu'il y avait à l'époque du braconnage qu'on appelait le panotage. Et il y avait des gens qui venaient avec des clochettes au pied. Ils mettaient des filets en travers de la plaine, qui coûtaient très cher. Ils se mettaient les clochettes aux pieds, puis ils avançaient, ils poussaient les perdreaux à pied, et ils les capturaient et ils les vendaient dans les restaurants avant la date d'ouverture. Et pour récupérer leur filet, ils tiraient. C'était le braconnage en France autour de la chasse, c'était quand j'avais 18 ans, donc il y a longtemps, j'en ai 76. Il y a longtemps, était quelque chose qui rapportait de l'argent et qui rentrait dans du banditisme organisé. Un jour, je me rappelle, nous avait fait rire, il y a toute une bande de braconniers où il y avait des avocats, des gens, on ne se doutait pas qu'ils aient eu besoin de faire du braconnage, qui avaient été coincés en forêt de Rambouillet, et il y avait eu une centaine de gendarmes qui avaient bloqué toutes les routes de la forêt, ils les avaient capturés, et le commandant des gendarmes, je ne sais pas quel était son grade, s'était mis sur la route pour arrêter une des voitures des fuyards braconniers qui ne s'était pas arrêté, et le dit commandant de gendarmerie avait plongé dans le fossé où il y avait 1 mètre d'eau. Alors tous les gendarmes se marraient parce qu'ils avaient vu leur chef sortir complètement trempé. Mais il y avait ce qui était moins drôle, il y a eu dans le département voisin un garde-chasse qu'on a retrouvé asphyxié, la tête dans un terrier de renard, et on lui avait mis un piquet entre les jambes pour l'empêcher de reculer. Il était mort asphyxié dans la planteur d'un terrier de renard. C'est pour dire que ça pouvait être violent, ces problèmes de braconnage, qui n'existent plus en France aujourd'hui, qui existent en Afrique. Donc, c'était vrai en France, il y a donc une soixantaine d'années. On avait des crimes commis, non pas pour la drogue ou autre, mais pour essayer de vendre du gibier braconné. Voilà. Donc, alors je me rappelle parce que je parlais avec ce garde-chasse Nicolas sous la tente. Alors lui, il veillait, moi je dormais, une fois sur deux je m'endormais, il se marrait, il me réveillait en me disant alors, et puis vous êtes jeune. Et alors, ce garde-chasse, il lui manquait des doigts. Et il avait l'œsophage qui était relié, qui quasiment chantait presque l'estomac, parce qu'il m'a dit, vous vous rendez compte, à la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, moi, un garde-chasse, j'avais mon fusil en main, j'avais un Allemand au bout de mon fusil, puis je me suis dit, mais ce pauvre type, il m'a rien fait, j'ai hésité de tirer, lui, il avait une grenade, il n'a pas hésité, et je me suis retrouvé avec des doigts en moins et tout. Donc c'était un homme. Une histoire très amusante autour de ce garde-chasse aussi. Un jour, il surprend des Parisiens au mois d'août, ils sécheresse, ils avaient fait un barbecue dans les bois, dans la crise d'incendie de la forêt. Donc il les engueule, il les verbalise, et enfin, il était très, très strict. Il les engueule, non, il met en tort, il les verbalise. La famille se rapatrie sur la voiture qui était garée au bord de la route, et là le conducteur, le père de famille, dit « Ah, monsieur le garde, là sur la route publique, vous n'avez plus de pouvoir, vous n'avez de pouvoir que sur le territoire privé. » « Oui, dit le garde-chasse froid. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense de vous. » Une série de propos peu aimables. À ce moment-là, le garde-chasse sort de la route, il prend sa veste d'uniforme, il la plie, il prend sa casquette, il la pose, puis il revient en disant « Et maintenant, vous ne parlez plus au garde-chasse du comte de la Panouse, vous parlez à monsieur Nicolas. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à monsieur Nicolas ?» La femme se précipite, « Excusez-le, mais monsieur le garde-chasse, excusez mon mari, et toi tu rentres dans la voiture et tu t'en vas et t'arrêtes de faire le con. » Il avait des petits plaisirs comme ça, mais il était très fin. Ce garde-chasse est devenu le premier chef animalier de Thoiry. Et il était surdoué. C'est un des meilleurs chefs animaliers qu'on ait jamais eu. Enfin, il y en a très actuellement, Éric Duleux, c'est également
très doué. Mais Nicolas, il était vraiment doué, il est passé de garde-chasse. Quand on a ouvert le parc au public en mettant les animaux, on a arrêté la chasse. Pourquoi? Ce n'est pas une question de déontologie, parce que pour moi, la chasse est un moyen comme un autre d'équilibrer la nature. Un vrai chasseur, mourir d'un coup de fusil ou mourir dévoré par un fauve, généralement, l'animal souffre moins d'un coup de fusil bien placé qu'un d'être commencé à dévorer alors qu'il est encore vivant. Donc, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Même si moi, personnellement, j'ai arrêté de chasser à 22 ans parce que j'étais un tireur, je n'étais pas un vrai chasseur. Mon frère Raoul était un vrai chasseur. Un jour, avec sa carabine, parce que lui aussi, il a eu sa carabine, quand il a eu le même âge, quand il a eu 10 ans, il a pisté un renard, et puis avec une carabine, il a pisté pendant des jours, et des jours. Et tout d'un coup, il a eu le renard au bord de son terrier, au bout de sa carabine, à une distance relativement proche. Puis il s'est dit, si je tire le renard, il n'y aura plus de renard. C'est pas drôle. Alors, il l'a fait fuir, il a fait pipi. Il a pisté sur le terrier pour dire, renard, c'est moi le chef. Ben, le renard a tellement compris qu'il n'a jamais revenu. Hein. Mon frère n'a pas pu le retirer une deuxième fois parce que le renard il est parti plus loin. Et on apprend avec la chasse beaucoup sur les animaux en même temps. Et donc je ne suis pas contre la chasse, pas du tout, mais moi personnellement j'étais plutôt un tireur qu'un chasseur. Et je n'avais pas cet bon voilà, ça ne correspondait pas, donc j'ai arrêté parce que ça ne correspondait pas, je n'en tirais pas un plaisir. Une fois que j'ai eu compris que quand on tue un animal, on fixe un moment de la vie de l'animal en le tuant, philosophiquement, je dis bon bah très bien, ça m'est arrivé avec les rats, ça m'est arrivé avec d'autres animaux, et puis il y a quand même un côté, personnellement, la souffrance de l'animal, même si je savais que dans des cas encore maintenant, s'il y a des corbeaux en excès, s'il y a des rats en excès, je ne vais pas empêcher qu'on dératisse dans le parc, parce que sinon il y aura des maladies, il y a des déséquilibres dans la nature. D'ailleurs, à ce sujet, toujours dans les questions de chasse, nous avions à Thoiry, la moyenne d'âge des arbres était très... jusqu'à la tempête de 1999, on avait 250 ans de moyenne d'âge. En quoi on avait beaucoup d'arbres, avec des troncs creux, et donc on avait une surpopulation de corvidés. Et alors, la surpopulation énorme. À tel point que tous les autres oiseaux, mésanges et autres, s'abaissaient parce que les corbeaux, ils tuaient les petits oiseaux. Et les visiteurs étaient choqués parce que les corbeaux attaquaient les petits canards dans le parc zoologique, faisaient éclater le crâne des petits canards à coups de bec, pendant que d'autres repoussaient les parents sous les yeux des enfants. Enfin, on avait un excès de corbeaux. On mettait du corbeau d'or avec des morceaux de viande un peu faisandés. Il y a des corbeaux qui mangeaient ça, puis s'endormaient. On les mettait à l'intérieur du piège, cette espèce de maison en grillage, volière en grillage. On les mettait, ils se réveillaient, on les nourrissait. Du coup, les autres corbeaux venaient pour bouffer à l'intérieur. Ils passaient à travers l'échelle et ensuite, ils ne pouvaient plus sortir. Et quand on avait 200 corbeaux à l'intérieur, et qu'on jugeait, on donnait du corbeau d'or à tout le monde et on les tuait sans les faire souffrir puisqu'ils étaient anesthésiés. Et alors je reçois une lettre, comment, monsieur de la Pelouse, je suis administrateur à la Ligue de protection des oiseaux, c'est scandaleux que les visiteurs en sortant de la réserve puissent voir votre corbetière, votre piège à corbeaux, c'est inhumain, c'est impossible. Alors je lui réponds que voir les corbeaux faire éclater les crânes des bébés cygnes et des bébés canards sous les yeux des visiteurs, c'est pas très bien non plus. Alors il me renvoie une lettre, j'ai la solution. La solution c'est de mettre des haut-parleurs partout sur le parc et d'une manière aléatoire, toutes les 3 minutes, vous avez de la musique, vous changez le style et autres pour pas qu'ils s'habituent et ça fait fuir les corbeaux. Je dis, cher monsieur, votre méthode est extrêmement efficace pour faire fuir les corbeaux, tous les oiseaux, nos visiteurs, et nous on va devenir fous. Je n'ai pas eu de réponse.
à la lettre en question. La nature exige que l'on fasse des choix. Et la chasse peut être un moyen de réguler la nature, et je le dis et je le redis. Il y a d'autres méthodes, mais de toute manière, ça passe par ramener une population excessive. J'ai vu à la télévision qu'il y a des paysans actuellement dans le sud de la France, et choucas bouffent les maïs. S'il y en a trop de choucas, il faut ramener le nombre. Alors le tout, c'est d'être sûr que le remède ne soit pas pire que le mal. Donc il faut vraiment avoir une écologie dynamique et active. Et en plus, il est humain. Les animaux n'ont pas de droit. Les animaux, ils n'apprennent pas le code tous les codes que vous voulez, ils ne les liront pas. Mais nous, on a des devoirs. Parce que toute forme vivante mérite d'être respectée. Dans toute forme vivante, il y a de l'âme. Et nous sommes cousins du brin d'herbe, de nos frères animaux, de nos frères plantes. Il y a une solidarité d'être avec toute la nature. Et donc, ça exige que l'on respecte cette nature et qu'on soit le plus humain possible, c'est-à-dire que la souffrance est une conséquence du mal et que l'on doit, pas seulement dans les soins palliatifs pour les humains, mais dans l'intervention avec la nature, il faut limiter la souffrance. Et même la souffrance des plantes, à la limite. Il y a des gens qui sont végétariens parce qu'ils disent les animaux, on les tue, ils souffrent quand on les tue. Tout dépend de la manière dont ils ont été élevés. Si c'est en batterie, c'est dégueulasse. Élevés et assassinés d'une manière douloureuse, ou si on a fait les choses le plus humainement possible. De toute manière, tout le monde meurt, hein, un jour ou l'autre. Et on fait des soins palliatifs pour les humains. Il faut avoir le même souci de la souffrance animale qu'on a du souci d'atténuer la souffrance humaine. Et même on sait maintenant que les plantes sont capables de percevoir une agression, d'être mangées par le chevreuil et de devenir plus toxiques. Maintenant, c'est une réalité que l'on a apprise. Alors, si on ne peut même plus manger de la salade parce qu'il y a le cri de souffrance de la salade qui va être croqué, où va-t-on? Il faut raison garder. Alors, pour revenir à la chasse à Thoiry, et terminer avec le souvenir de Nicolas, le garde-chasse, qui est un homme qui m'a beaucoup appris. Moi, je suis diplômé en philosophie, mais j'ai appris de lui qui n'avait aucun diplôme, parce qu'en fait, là aussi, le fond du savoir est très simple. Quand la chose la plus importante pour Roméo et Juliette, quand ils s'aimaient, c'est de dire « je t'aime ». Il y a « je », « toi » et la relation. Il y a 3 mots. Qu'on soit agrégé de lettres ou un alphabète, la densité et la qualité de l'affection ne se mesurent pas, à l'aune des connaissances et autres. Et ça, c'est très important. Et la philosophie, c'est la même chose. La philosophie, c'est en définitive se poser la question, des questions fondamentales sur la vie, et avoir une ouverture d'esprit. Et ça, vous avez des philosophes qui ont plein de diplômes et qui vous bavassent, et puis vous en avez qui, avec des mots simples, font de la philosophie un outil de connaissance et un outil de l'expression de la capacité d'être et d'aborder les autres. Et là, ce sont des vrais philosophes. C'est ce que je pense aussi. Alors, revenons à la chasse. Nicolas, pour vous dire comme il était doué avec les animaux, quand en 1967 j'ouvre le premier parc zoologique, j'ai dit à Nicolas, écoutez Nicolas, on va arrêter probablement la chasse l'année prochaine parce qu'il faut refaire les échanges, non pas en fonction avec les voisins fermiers, non pas en fonction de la chasse, mais en fonction du parc que l'on crée et les extensions qu'on fera ensuite. Donc on va changer la politique territoriale et c'est pour ça qu'on a arrêté la chasse. C'était pour les remembrements que l'on poursuivait à l'époque n'avaient plus la même finalité, donc voilà, ça mettait fin à la chasse. Mais je souhaiterais que vous soyez le chef animalier, pas de problème, me dit-il. Il était remarquable. Un jour, il avait le bon réflexe, sauf le jour où il avait l'Allemand en face de lui, qu'il n'a pas tiré, c'est lui qui s'est fait descendre. Il avait toujours le bon réflexe. Et bon, il y a une année, il posait les bonnes questions. Il y a une année, les antilopes commencent à avoir de la diarrhée. Alors ça, il y a un herbivore qui commence à avoir de la diarrhée, c'est dangereux.
Et vétérinaire, Michel Klein et autres, qu'est-ce qui se passe? Et Nicolas dit, mais je sais ce que c'est, tous les 5 ans, tous les 4-5 ans, il y a des années de glandés. Et comme il y a beaucoup de chênes dans le territoire de Thoiry, et on est parti, on a ramassé avec les glands, on les a ramassés dans les fossés partout, et hop, d'un seul coup, ça s'est arrêté, les antilopes, la diarrhée s'est arrêtée, on avait perdu une dizaine. Hein. Et tout s'est arrêté, ils repartaient bien, on leur a mis que du sec, on leur a donné que du foin sec, enfin bon, on a réadapté la nourriture en fonction de l'excès de glands sur le territoire, et donc il nous a aidés à guérir toutes nos antilopes, et c'est pas le veto, c'est lui qui a trouvé la solution. Une autre fois, j'entends des cris, mais j'étais loin, des hurlements. C'était Nicolas qui engueulait quelqu'un, mais alors à un point inimaginable. Je descends, il y avait un brave soigneur qui était là et qui se faisait engueuler par Nicolas. Je dis, vous te traitez de tous les noms. Je dis, Nicolas, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on vous saurez ce qu'il a fait. Ah, j'ai dit oui quand il m'a expliqué. En fait, Nicolas et Delannoy, André Delannoy, qui était dans la maison 40 ans, et qui était jardinier, était devenu soigneur. Certains avaient... Il n'y a pas que le Châtelain qui a évolué pour créer le parc animalier et sauver le patrimoine historique. Tout le monde a bougé. Je veux dire, le garde-chasse donc devient chef animalier, le cuisinier du château devient le chef du restaurant. On a tous évolué. Et il y en a un qui n'a pas accepté, qui a démissionné, parce que pour lui, c'était pas digne d'un château de s'ouvrir au peuple. Bon, tant pis, il est parti. Il avait 35 ans de maison, mais voilà, il n'avait pas accepté cette évolution. Il était plus rigide. Et donc, en fait, Nicolas était dans la fosse à ours. Alors la fosse à ours, il y avait 3 mètres de mur lisses pour empêcher les ours de sortir. J'avais pas créé, c'était en 1967, je n'avais pas créé le parc à ours encore, en liberté. C'était un petit parc zoologique. Il y avait donc la piscine 3 mètres de profond, l'espace territorial en béton, en ciment et en gradin, et les cages. Donc il nettoyait, et la sortie était près des cages. Et l'autre qui arrive, sans penser à quoi, ouvre la trappe des narviques, ours polaire, c'est près de 3 mètres de haut et 800 kg, plus de 800 kg, et il ouvre, et Narvik sort, et Nicolas se retrouve avec Delannoy et leur balai, avec l'ours qui arrive vers eux, complètement coincé, mur en béton, l'eau derrière, c'est foutu. Un ours blanc, ça tue d'abord, ça réfléchit ensuite. Hein. Et Nicolas, il a eu le bon réflexe. Il a pris sa casquette, parce qu'il était toujours en uniforme de garde-chasse. Hein. Il a toujours gardé parce qu'il était chef animalier, mais il restait garde. Il prend sa casquette, il se précipite sur l'ours. Il lui tape sur le museau en lui disant « Toi, tu rentres !» L'ours, il rentre. Et puis, il y avait Delannoy qui était sur son balai. Il le prend et dit « Toi, tu sors !» Et puis, il se précipite, et l'ours rentre dans sa cage, et puis qu'est-ce que je fous là? Oh, c'est moi qui suis le chef. Hein. Il ressort, et c'est l'ours qui a fermé la porte derrière lui. Je comprends qu'il ait engueulé le type qui avait ouvert la trappe sans vérifier que... J'ai dit oui, Nicolas, effectivement, il n'est pas très intelligent. Bon, voilà. Donc, alors on va remonter un peu dans le temps de la chasse à Thoiry, dans le territoire, pour s'élargir un peu. La chasse sous l'Ancien Régime était réservée à la noblesse et à la royauté. Ça a sauvé la forêt, parce que sinon, il ne faut pas oublier que c'est mon ancêtre Colbert qui a commencé, un de mes ancêtres Colbert qui a commencé à replanter de la forêt en France. Mais en fait, quand je vois les cartes du XVIIIe siècle, les cartes des chasses du roi qu'on peut acheter à l'IGN pour quelques euros, et il y a toute l'île de France dessus, et ils sont d'une précision remarquable. Et on voit qu'il y avait beaucoup moins de bois et de forêt qu'aujourd'hui. C'était vraiment... il y avait des vignes, c'était vraiment un autre paysage. Et
Mais ce qui restait avait été sauvé par les chasses royales, et les chasses, c'était un privilège de la noblesse et la royauté, et donc pour exercer ce privilège, il y avait les chasses en pleine permo, mais il y avait la chasse au gibier qui nécessitait de maintenir un tissu forestier important. C'était très réglementé, et à l'époque c'était très sévère quand on braconnait. Et j'ai une lettre où la châtelaine de Thoiry écrit à son mari qui est officier près des frontières, en lui disant: je suis très fier de notre garde-chasse parce qu'il a surpris un braconnier qui avait tué une mère perdreau, il y avait 16 petits qui du coup sont morts, il était passible de sanctions graves, et il a su plaider sa cause en disant qu'il avait des enfants, que c'était la première fois que c'était arrivé. Et la prime qu'il a reçue pour avoir protégé le gibier, il l'a donnée aux pauvres du village. Et je suis très content de son humanité et de la manière dont les choses se sont réglées localement. Et j'ai appuyé auprès du responsable des chasses, non pas du département, à l'époque c'était pas le département, mais de la zone de chasse concernée. Le roi Louis XVI a encore venu à chasser plus près de Thoiry, dans la forêt de Benne, qui est à 4 km d'ici. Chassait là, et il y a eu une histoire de paysans qui ont tué 2 chiens de la meute royale et un cerf, récupéré un cerf qui était venu mourir près de chez eux et qu'ils ont vendu et qui ont été pris parce qu'ils avaient vendu comme des imbéciles, ils avaient vendu la peau des chiens sur lequel il y avait la marque de lys royale, donc ils se sont retrouvés aux galères. C'était très sérieux la chasse à ce moment-là. Ce cerf, dans la lettre qui raconte ça, ce cerf, le roi avait interdit qu'on le poursuive parce que c'était à l'époque où on approchait les moissons, qu'il ne voulait pas abîmer les récoltes des paysans en traversant avec toute la cavalerie de la chasse. Pour ça, c'était un homme attentif. Et donc, quand on remonte dans le temps, il y a 2 tapisseries à Thoiry. Il y a une tapisserie qui est juste là, où le roi Henri IV chasse l'ours. Les ours, il y en a eu. J'espère qu'ils vont revenir un peu dans les Pyrénées et ailleurs, qu'on va être capable d'accepter d'avoir des ours sauvages de nouveau en France. Mais donc, les rois de France chassaient l'ours, et là, il y a une chasse où on voit un chasseur qui est couché sur le dos, et un ours qui a les pattes sur son ventre, et qui est en train d'être tué par les autres chasseurs qui sont précipités avec leurs mousquets, et lui est en mauvaise posture, et la patte de l'ours est assez mal placée, et dans la chronique de cours, j'ai retrouvé qu'on a dit qu'on a pu sauver la vie du chasseur, mais qu'il était heureux qu'il eût eu des enfants avant l'accident, parce qu'après il n'y eut plus. Et quand on voit où est la patte de l'ours, et on comprend pourquoi. Et il y a une autre tapisserie qui est un peu plus surprenante, où Henri IV chasse le lion. C'est le dernier roi de France qui a chassé des lions, a fait des lâches et des lions dans une forêt d'Île-de-France. Mais les rois de France et les plus grands feudataires au Moyen-Âge faisaient venir des lions. Au Moyen-Âge, il y en avait encore en Espagne, puis ils ont disparu, ils ont été tous tués. Et on faisait venir des lions d'Afrique du Nord. Il y avait encore des lions au 19e en Algérie et dans l'Atlas marocain. Malheureusement, ils ont tous été tués au début du XXe siècle. Les derniers sont morts, ce qui est relativement récent. Donc il faisait venir des lions. À Paris, il y a la rue de l'Hôtel des Lions, dans le 4e arrondissement. C'est là où Louis XI avait sa ménagerie. Et donc, il y a une tapisserie. On voit le roi Henri IV chasser le lion dans les forêts d'Île-de-France, donc autour de Thoiry. Peut-être, ou Fontainebleau, Henri IV c'est plutôt Fontainebleau, en forêt de Fontainebleau, ou la forêt de Senlis, Compiègne-Senlis, je ne sais pas, mais en forêt d'Île-de-France. Et la technique de chasse était quand même assez
sportive. En général, les chasseurs se mettaient par deux. Il y en avait un qui avait une couverture plombée, et l'autre épée ou hallebarde. Il y en a un qui jetait la couverture plombée sur la tête du lion pour l'aveugler, et pendant le court instant où le lion était aveuglé, l'autre essayait de le tuer à l'épée ou à la hallebarde. S'il ratait, ça pouvait être ennuyeux pour... Alors, ce qui est très intéressant, alors on le voit dans la tapisserie, puisqu'à deux endroits, on voit cette action de jeter la couverture sur la tête du lion. Au centre de la tapisserie, il y a le roi Henri IV et un lion qui saute sur la croupe du cheval et mord le roi au bras. Ça, c'est, à mon avis, ça a été inventé, je ne l'ai pas retrouvé dans les chroniques. Et tout en haut d'un arbre, en haut de la tapisserie, on voit un type qui a un grand sourire. Il est monté en haut de l'arbre parce que il s'est sauvé face au lion et il est tout content parce qu'il est en haut de l'arbre, il est tranquille. Donc la chasse au lion du roi Henri IV, il y avait les chasses au léopard aussi, alors je ne sais pas d'où il venait venir, et ça s'est arrêté après Henri IV. Près de Thoiry, à Montainville, c'est là où il y avait la fauconnerie de Louis XIII, des rois de Versailles. La fauconnerie qui a été arrêtée à la Révolution. Et donc la chasse était extrêmement importante. Et le roi Henri II d'Angleterre chassait le lion en 1100 dans la forêt de Woodstock, où après il y a eu d'autres rencontres et manifestations culturelles qui n'avaient plus rien à voir avec la chasse au lion. Donc, alors l'ours et le lion, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'ours était le roi des animaux, a été le roi des animaux quand le lion a disparu d'Europe, c'est-à-dire vers 8000 avant Jésus-Christ. Les derniers lions ont dû être européens, ont dû être tués. Ah, oui et non, puisqu'Alexandre le Grand chassait encore le lion. Alexandre le Grand chassait le lion en Turquie, ce qui est la Turquie aujourd'hui. Il y avait encore des lions. Et la forêt était d'ailleurs plus proche de la nôtre que la forêt méditerranéenne. À l'époque, il y avait des frênes et des chênes caduques en Grèce. Et donc, Alexandre, c'est en 300 avant Jésus-Christ, chassait encore le lion en Macédoine. Donc la chasse, mais malheureusement, alors, vers les lions ont quand même été très disparus dans une grande partie de l'Europe, et l'ours est devenu le roi des animaux. Avant, c'était le lion. Le lion, parce que l'une des plus vieilles statuettes d'art qui existe a été trouvée en Allemagne. Elle est à 30 à 40 000 avant Jésus-Christ. Et c'est un homme, un corps d'homme et une tête de lion. C'est vraiment comme ça. Et puis après, c'est l'ours. On voit dans des grottes, dans les Pyrénées, il y a une grotte où on a trouvé un autel avec un crâne d'ours dessus. L'ours est devenu le roi des animaux, d'où l'ours, il y a deux termes. Il y a Art, donc le roi Arthur, Artémis, la déesse des animaux, dont la statue est au bout de la perspective à 630 mètres d'ici, derrière moi. Ou Berlin, qui ont l'ours pour symbole. Et il y avait beaucoup de cultes de l'ours. Au mois de novembre, le 2 novembre, la Chandeleur, enfin il y avait plein de fêtes païennes autour de l'ours que l'Église a récupérées. Mais il avait beau essayer de la récupérer, les fêtes de l'ours perduraient. Donc l'Église a décidé de détrôner l'ours comme symbolique et pour faire monter le lion, qui n'existait plus en Europe, sauf les chasses des rois. Et c'est ainsi que on est passé du roi Arthur, ours, on est passé à Richard Cœur de Lion. Ça a basculé entre le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge. Et on va le développer, ce thème, dans le château du Colombier, qui est un château familial qu'on a dans l'Aveyron, qui est ouvert au public, il y a quelque chose de remarquable. C'est un château où mes enfants sont à 28, 29 ou 30e génération, c'est pas très bien. Enfin, c'était il y a 800 ans, 900 ans, il était déjà dans la famille. Donc on va développer ce thème de l'ours, roi des animaux, détrôné au cours du Moyen-Âge. Il y a eu changement de dynastie, on est passé des lions à l'ours. Le lion a une primauté sur l'ours, pourquoi ? Parce que le lion a une crinière qui lui aplatit la figure. Ça, c'est Desmond Morris qui l'a
bien décrit dans les années 50, c'est un zoologiste anglais qui a écrit un livre qui a été célèbre, Le singe nu, à l'époque. Et le fait d'avoir une crinière, ça aplatit la face. C'est pour ça que la lionne, qui pourtant est nettement plus active que le lion, mais elle n'a pas une image extraordinaire parce qu'elle a une tête de fauve. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a inventé le pékinois, des chiens à crinière. Les Chinois ont inventé le pékinois. Et qu'en Chine, toute la statuaire, c'est le lion et toute la peinture, c'est le tigre. Les Chinois avaient les tigres, les plus grands tigres au monde, avec le tigre de Sibérie au nord. Et au sud, il y avait les lions qui subsistent encore, quelques-uns en Inde. Et donc la statuaire, c'était le lion, et la peinture, c'était le tigre. Et donc, voilà pourquoi le lion. C'est pour ça que j'ai mis un lion sur la couverture de mon livre. C'est parce que ça attire le regard. Et ça attire le regard aussi pour une autre raison. C'est que Desmond Morris, toujours le même, a découvert que le lion était le seul animal qui est dans les 10 animaux les plus admirés et les 10 animaux les plus redoutés. Et la deuxième chose après la crinière, c'est la pupille de l'œil. Desmond Morris a mis des images d'hommes nus devant les yeux de femmes et il a remarqué que la pupille se dilatait. Et des photos de femmes nues devant les hommes, la pupille se dilate. La dilatation de la pupille chez l'homme est un signe sexuel inconscient, de même le fait qu'on rosit, les lèvres qui rosissent, d'où le rouge à lèvres, qui maintiennent les lèvres permanentes, et le soutien-gorge en balcon qui ramène l'arrêt des fesses qui est derrière, chez les primates c'est très sexuel, le ramène devant chez la femme. Parce que Desmond Morris nous a appris. Et donc le lion, tous les félins ont la pupille de l'œil beaucoup plus large, proportionnellement au l'œil que nous. Donc en fait, chaque fois qu'on regarde un chat au fond des yeux, un lion, un tigre ou un léopard, inconsciemment, ça provoque une réaction d'excitation sexuelle chez l'homme. D'où la fascination du regard du félin. Voilà. Donc c'est un peu une aparté, on s'éloigne un petit peu de la chasse, mais la chasse c'est un rapport à la fois d'admiration et une relation brutale avec l'animal, un affrontement de l'animal, le côté prédateur de l'homme. Le prédateur, comme a écrit Darwin, l'évolution est rouge du sang des griffes et des crocs. Mais en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'évolution montre aussi la solidarité entre les espèces. Et les deux sont deux termes, tout est toujours complexe dans la vie. Il y a toujours le yin et le yang. Un fait et un comportement et son contraire. Le tout, c'est motiver la motivation que l'on a d'utiliser l'un ou l'autre et de faire cohabiter des contraires pour avancer, pour résoudre les contradictions de la vie. La plus grande contradiction de la vie, c'est que si on aime quelqu'un qui ne vous aime pas, on ne peut pas l'obliger à vous aimer sans se détruire ou sans détruire la personne. Et je peux avoir la solution du paradis terrestre sur Terre, que ce soit libéralisme, communisme ou n'importe quoi, à partir du moment où je l'impose aux autres, ça devient l'enfer. Et donc, voilà. Donc, la chasse et donc rentre dans un rapport avec l'animal, est un rapport avec l'animal complexe et que l'on doit respecter d'abord parce qu'on ne serait pas là si nos ancêtres n'avaient pas chassé. On ne peut pas être végétarien du temps de l'homme des cavernes, on pêchait, et le poisson, et après tout, bon, je sais bien que le regard d'un poisson, c'est pas celui d'un chien fidèle, mais néanmoins, c'est le regard d'un animal sur soi, la pêche, on oublie souvent que la pêche a beaucoup aidé les hommes à survivre, la pêche et la chasse ont permis à l'humanité de survivre. De toute manière, on a des dents de lapin, c'est ce que je dis aux enfants, des incisives pour manger des carottes, on a des incisives pour manger des carottes, on a des canines pour déchirer la viande et on a des molaires
pour broyer la salade. Donc on a des dents de lapin, de lion et de vache. L'homme est omnivore. Voilà. Alors après c'est un choix personnel. Mais le jour où les lions m'entourent, ils mangeront de la salade, je serai végétarien. Mais je suis pour manger, pas manger de la viande tous les jours, parce que la viande suppose... voilà, donc c'est un équilibre, c'est mon choix à moi, j'ai mis mon équilibre entre le poisson, la viande, et puis certains jours, je peux manger végétarien, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut laisser libre chacun de faire ses choix. Et ne pas éliminer, parce que les tofu pour les lions, ça ne marchera pas. Hein. On leur donne de la diversité à Thoiry. On leur donne du bœuf, du porc, des poulets, et même des poules que l'on tue, mais elles bougent encore. On coupe la tête d'un canard, il continue à marcher. Donc le lion joue avec, c'est un substitut de la chasse. Ça fait partie, et c'est pas cruel, c'est normal. Donc voilà. Le tout, c'est que de ne pas faire souffrir inutilement un animal, ça c'est certain. Et en Afrique, qu'il y ait des corneaux, qu'il y ait des gens qui dépensent des sommes colossales pour afficher, tirer une antilope, voire même un lion, c'est en général il y a des parcs où il y a de l'argent et on peut payer les gardes pour protéger les animaux. Donc la chasse peut être un moyen de conservation. Et dans ces cas-là, je suis pour la chasse. Voilà, le tout c'est qu'elle soit bien encadrée. Mais je n'irai pas moi-même dépenser des sous pour aller tirer une antilope en Afrique, je trouverais ça complètement idiot. Personnellement, pour moi. Et puis, je trouve ça... Mais, quand j'ai créé des parcs en Afrique, j'ai créé un parc national à Yamoussoukro, j'étais parti, j'avais fait un déjeuner à Thoiry avec le professeur Jean Dors. Le professeur Jean Dors, c'était le grand patron du Muséum d'histoire naturelle. Il avait écrit un des premiers livres écologiques qui a été traduit en 30 langues, hein, avant que nature ne meure. Donc il a écrit ça il y a plus de 60 ans. Et nous avons fait un dîner à Thoiry, on a fait venir de la viande d'antilope d'Afrique du Sud, et sur le thème « Manger les antilopes pour les sauver ». Parce que les parcs que je créais en Afrique, on vendait la vision au tourisme, on limitait le nombre de fauves à un parc style... on limitait le nombre de fauves dans un territoire style Thoiry, mais beaucoup plus grand. De telle manière qu'on pouvait prélever ce que prélevaient normalement les carnivores. On en prenait, les carnivores, on leur laissait 5%, et 15% à 20%, on vendait la viande de brousse au village. Parce qu'en Afrique, on manque de viande. Et on l'a fait venir d'Afrique et d'Amérique du Sud. C'est pas très écolo. Alors, élever les antilopes pour les sauver, c'était des parcs en Afrique dans lesquels on vend la vision des animaux et on vend la viande. Et si là-dessus, il y a des chasseurs qui vous payent une fortune pour aller tuer la viande qu'on va vendre au village, pourquoi pas. Ça permet de faire vivre d'une manière locale une collaboration hommes et animaux. Voilà, ça c'est. Ma fille a créé une usine de méthanisation, donc on reprend les déchets végétaux des villes et des fumiers, des haras et du parc pour en faire du gaz et l'alimente en gaz 8 villages autour. Elle crée une ferme bio où on ne laboure plus pour laisser toute la vie qui est sous terre et qui est plus importante en poids, en biomasse, en poids de vie que hors de terre. Et avec 2 hectares, elle paye une jardinière très haut niveau. Alors qu'en grande culture, là, en face, mon frère qui cultive 200 hectares environ, s'est allié à 2 autres fermiers pour rassembler 800 hectares pour payer un ouvrier. Ça, c'est la céréale. Par contre, la moissonneuse-batteuse coûte des centaines de milliers d'euros pour servir 15 jours par an.
C'est une autre économie. On ne remplacera pas tout de suite la ferme bio, la grande culture par la ferme bio. Mais peu à peu, il y a un développement que mes enfants sont en train de faire. On va restaurer le potager pour en faire un lieu de pédagogie sur l'histoire des plantes, la présentation d'espèces rares, de fruits, légumes et autres. Mon épouse a 1800 espèces végétales dans son jardin au Portugal. Donc la famille s'est tournée aussi vers ce développement de l'agriculture moderne qui fait jouer la compétition entre les plantes, les animaux, les plantes et autres plutôt que de labourer. Le labour a créé l'agriculture, a fait vivre l'humanité, a permis l'explosion démographique des villes. À un moment donné, la production agricole a permis de nourrir des gens qui n'étaient pas agriculteurs. C'est comme ça que les villes se sont créées. Les premières villes, c'est 6 à 7 000 avant Jésus-Christ, Jéricho par exemple. Et puis maintenant, on a 7 ou 8 milliards d'humains. On arrive encore à les nourrir et un peu mieux qu'il y a 100 ans, ceci. Par contre, il y a ce qui est très important à dire, ça rejoint un peu le même état d'esprit que la chasse. Il faut aider les Africains à faire de la permaculture. L'Afrique peut nourrir les Africains si on fait de la permaculture, pas si les Bayer et Monsanto, avec les graines qui ne peuvent pas se reproduire et qui rendent le paysan esclave d'une multinationale, c'est inadmissible. Il faut être une approche, l'approche humaine doit être une approche humble. Et la chasse est une relation qui n'est pas condamnée pour le moment et qui n'est pas condamnable, qui est encore un moyen de conservation de la nature si on l'utilise à bon escient et d'une manière humaine. On n'interdit pas aux lions de manger les antilopes. On peut permettre à des chasseurs d'intervenir dans le cycle, à condition qu'ils interviennent vraiment dans le cycle et d'une manière la plus humaine possible. Voilà ce que je pense profondément, moi qui suis éleveur d'animaux. Éleveur d'animaux, parce que c'est la nature, la vérité de la nature, et qu'on doit être très humble dans cette gestion de la nature. J'ai parlé de la chasse comme un outil possible de conservation, mais ça s'adresse aux vrais chasseurs, et malheureusement, ils ne sont pas majoritaires. Le fusillot, celui qui n'est pas capable, comme un oncle, au début de chasse de battu, il y avait des jeunes perdreaux qui volaient, il ne les tirait pas, parce que ce n'était pas sportif. Et puis parce que si un phénomène naturel fait qu'il y a une baisse des populations, on ne chasse pas. Et il y a des méthodes de chasse qui sont à prohiber, de filets, de choses comme cela, ou de filets de pêche dans la mer, ou de filets pour attraper les oiseaux, qui sont scandaleuses, parce qu'elles ne sont pas sélectives. À l'inverse, vouloir maintenir les cormorans là où il y a de la pisciculture, et quand ils sont en surnombre, interdire et mettre 3 ans pour interdire qu'on les réduise la population de cormorans, c'est con. C'est vraiment con, c'est stupide. Il faut préserver les équilibres, il faut raison garder, et surtout il faut avoir de l'empathie pour l'animal. Il faut avoir, comme nos ancêtres qui s'excusaient, les Esquimaux qui s'excusaient d'avoir tué un animal dont ils avaient besoin pour faire manger la famille. Il faut dire qu'il faut être conscient qu'il y a quand même, je suis conscient que une intervention quand on tue des rats, moi j'admire les rats, que je tirais à la carabine quand j'étais gosse, j'admire les rats, ils ont une vie sociale, une intelligence absolument remarquable, j'ai créé des labyrinthes, bon, les rats pour moi c'est, à tout point de vue, c'est un animal que j'admire, mais n'empêche que dans nos parcs zoologiques, comme il y a une surabondance de nourriture, des centaines de tonnes de nourriture, il y a un danger permanent d'une surpopulation, et on intervient. Il faut le faire avec le plus
humanité, possible de ne pas donner un produit qui fera crever l'animal dans des douleurs, impossible. Non, on n'a pas le droit. Il faut raison garder. Et pour moi, la chasse, ça peut être autorisé comme pour certains un plaisir, ce qui n'est pas mon cas. Je ne la vis pas comme un plaisir. Mais qu'elle puisse être un outil de conservation, ça c'est vrai. Voilà, ça je tenais à le dire en conclusion, parce que la vie est complexe.